le troisième Grand Prix et le deuxième live de cette saison. Donc, on est aujourd'hui accompagné de notre équipe habituelle. Donc, Evan en haut sur l'écran. Comment vas-tu, Evan? Salut, ça va très bien. Ça va, merci. Bastien, comment vas-tu, Bastien? Ça va, en pleine forme, bien reposé après ce Grand Prix. Il commence déjà, Bastien, il est chaud. Samuel, énergique aujourd'hui, on le sent. Comment Ouais, vas-tu? ouais, ouais, énergique, mieux que la dernière fois, tout va bien. Moi, le Grand Prix m'a endormi, mais j'ai récupéré de l'énergie un petit peu comme Bastien. Parfait. Et aujourd'hui, on a un invité. On a notre ami Masta. Comment vas-tu, Masta? Salut tout le monde, ça va bien. Bon, après un Grand Prix plat, je ne me suis pas endormi, mais pas non plus au point d'être frustré. Donc, ça va. Parfait. Du coup, je vais te prénommer Mathieu parce que ça me dérange un peu, enfin ton pseudo, ça te dérange pas? L'un ou l'autre, Tu comme vous préfères? voulez. Ok, parfait. Du coup, on va commencer par une petite interview de toi fait par Evan et après on va te poser une petite question ou deux. Alors Mathieu, merci déjà d'avoir accepté l'invitation dans ce live. Voilà, on essaye d'avoir maintenant, vous le savez, cette saison quelques invités. Donc deux petites questions très rapides. Déjà, qui es-tu? Voilà, présente-toi et parle-nous de ce que tu fais sur Twitter parce que tu aimes bien parler de l'histoire de la F1 sur ce magnifique réseau. Oui, alors bon, je m'appelle Mathieu, j'ai bientôt 30 ans cette année. C'est vrai que je suis la F1 depuis tout petit, depuis 97, tant que je m'en souviens. Voilà, et c'est toujours resté une énorme passion, la première depuis tout ce temps. Et c'est vrai qu'à terme, j'espérais vivre de ça. Je n'en suis pas encore là pour l'instant, mais j'écris à titre bénévole sur le site France Racing, où je me concentre quasi exclusivement sur des articles historiques, car c'est ce qui me branche. Et donc du coup, j'écris sur ce site et j'écris également quelques petites anecdotes par-ci par-là sur Twitter que j'essaie de partager au plus grand nombre, quand le temps et l'envie m'y prend. Donc, j'espère que ça plaît. Certaines personnes apprendront un peu grâce à moi et s'intéresseront peut-être plus à la F1. D'accord, bah écoute, voilà, merci pour cette petite présentation. Allez le suivre, voilà, si vous aimez l'histoire de la F1, il est vachement branché tout ça. Il fait souvent des petits tweets, anecdotes, etc. sur des choses que vous connaissez peut-être pas sur la F1. Il n'est pas seul à faire ça, ils sont plusieurs sur la commune francophone. Donc en tout cas, voilà, merci d'avoir accepté l'invitation. On Merci espère que tu d'avoir vas pensé à moi. t'éclater sur ce live. Et ben je laisse voilà, les autres te poser des questions. Bah vas-y, Bastien, commence une petite question. J'en étais sûr. Du coup, Mathieu, je vois qu'on est né la même année, donc du coup, que je vais avoir 30 ans moi aussi, enfin bref. Du coup, moi aussi, je fais la Formule 1 depuis 97, avec Mika Hakkinen notamment derrière toi. Et je te suis, je vois beaucoup d'anecdotes que tu payes sur Twitter que moi je n'ai pas, ou enfin voilà, moi je te compare un peu à Jean-Louis Moncet. Est-ce que où tu Oula, trouves. Ah non, mais si, c'est vrai, faut dire ce qu'il y a. Bon, il y a quand même encore une marge bien de sûr. progression. Mais comment tu trouves toutes tes anecdotes que tu nous cites? Enfin, tu les trouves où? Dans les livres, internet? Un peu tout. Voilà. Alors, je privilégierais toujours les livres ou les enregistrements, etc. J'ai grandi avec Jean-Luc Moncé, c'est un de mes modèles à ce niveau-là, c'est vrai. Et je me suis repassé des VHS, des résumés de TF1 toute mon enfance. C'est limite si je connais pas son script par cœur, carrément, pour certaines phrases en tout cas. Et j'ai même pris certains de ces mots. Pour certains articles, je les ai glissés juste pour le love. Et après, c'est généralement, généralement dans les bouquins, dans les revues que j'ai achetées au fil des années, etc., j'essaie de rester là-dessus. Pour le net, ça dépend vraiment sur quoi je tombe, sur quoi je cherche, etc. Et après, j'ai une très bonne mémoire aussi. Voilà, j'arrive à me dans quelle revue ou dans quel bouquin je peux trouver telle information sur un pilote ou sur une course, etc. Bon, après, je me suis fait un mémo, ça m'aide aussi. Mais, là, pour la F1, j'ai vraiment une mémoire qui est assez instinctive par rapport à ça. Bon, je la bosse aussi. Là, j'aime bien faire des courses en temps libre, etc. Seul. Donc là, c'est quelque chose. Je dirais pas, c'est presque une passion obsessionnelle, on va dire, à ce niveau-là. Donc, ouais, donc c'est à la fois ce que j'ai appris, et à la fois ce que je vois là. Euh, je découvre chaque jour, de toute façon, et chaque mois, que ce soit parce que j'achète, parce que je découvre, ou même d'autres fans aussi ironiquement, voire même plus sur l'histoire de la F1, qui m'apprennent également des choses, avec qui je converse, etc. Donc c'est un enrichissement chaque jour et je continue sur cette lancée. C'est cool, pas mal. Quelqu'un d'autre a une question ou pas? Parce que sinon, moi j'enchaîne, hein. Vas-y, Samuel. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir avec tout ce dont tu viens de parler.
C'est qui ton pilote préféré et pourquoi? Ah, je l'attendais celle-là. Alors, ça dépend. Aujourd'hui ou depuis que je suis à la F1? Parce que, Les deux. Tout ce que tu veux. Ouais, les 2, carrément, les 2. alors que niveau pilote préféré tout court, j'ai un choix qui est très particulier et qui n'est pas partagé par la majorité. Jacques Villeneuve. Voilà, donc déjà, rien que OK. ça, je vais élever des voix contre moi. Je suis désolé, mais ah, parce que à l'époque, j'aimais bien le bleu, il était en voiture bleue, il était blond, j'étais blond à l'époque, il parlait français comme moi, et il gagnait. Voilà, donc quand j'étais petit, voilà, j'ai commencé comme ça. Voilà, et c'était OK. un qui parlait un peu, voilà, qui avait son franc-parler et tout ça, et puis au fur et à mesure, je l'ai su apprécier sa façon de conduire, sa personnalité, etc. Et aujourd'hui, il est certes très controversé, avec raison, mais voilà, je reste fidèle à ce qu'il est. Je pense qu'il est assez injustement décrié pour ses prises de position qui sont parfois, certes, un peu cyniques, hélas, mais certaines sont très mal comprises. Donc voilà, je n'approuve Mmh. pas tout ce qu'il dit au fait, mais voilà, j'ai encore beaucoup de sympathie pour lui. Et aujourd'hui, OK. dans le plateau actuel, ce serait plutôt Alonso, Raikkonen et Ricardo pour diverses raisons, aussi bien que ce soit pour le caractère ou pour ce Les qu'il a anciens. apporté. Voilà, Ouais. donc, ouais, enfin, plus dans les anciens, même si j'ai beaucoup de sympathie pour les nouveaux aussi également, que ça peut plaire et compagnie, voilà. Mais pour citer vraiment ceux qui me font le plus vibrer ou qui m'ont fait le plus Mmh. vibrer ces dernières années, mais ce serait ces trois-là. OK, très bien. Super. Du coup, bah, je vais poser ma petite question. Donc, c'est quoi ton Grand Prix qui est ton Grand Prix préféré que t'as vu? Alors, ça sera toujours le Nürburgring 99. Pour ceux qui ont suivi l'Allemagne 2019, le Nürburgring 99, c'est l'Allemagne 2019 de la génération précédente. Voilà. Et c'est celui qui regroupe vraiment tout ce qu'on aime dans un Grand Prix de Formule 1, toutes les émotions possibles, tous les rebondissements. Voilà, c'est pour moi presque le Grand Prix parfait. J'ai toujours la larme à l'œil quand je vois la Minardi Badoer abandonner alors qu'elle est quatrième. Ça restera toujours. Voilà, donc c'est bizarre parce que c'est pas, je sais pas si ça m'a marqué quand j'étais jeune parce que j'avais que 8 ans à ce moment-là, voilà, et j'ai très peu de souvenirs des premiers Grands Prix que j'ai vus. Voilà, mes premiers souvenirs plus clairs, c'est plutôt autour de 2000, 2001, je dirais. Donc voilà, donc c'est assez flou, mais comme j'ai dit, je me suis repassé les résumés, etc., les revues et tout ça, et 99, c'est une des premières où il y a eu beaucoup de jeux vidéo aussi qui sont sortis à l'époque. C'est là où Mmh. j'ai commencé à voir les revues. Donc ça a joué aussi, je pense, à créer cet attachement-là. Mais, voilà, mais c'est un que j'ai revu régulièrement et je pense que ça restera mon Grand Prix préféré, même s'il y a eu de forts rivaux depuis. C'est le fameux Grand Prix où Mika Salo a remplacé Schumacher, c'est ça? Et il fait Euh, podium. C'était son dernier grand, non, c'était son dernier Grand Prix où il l'a remplacé, mais il a Ouais, switché ouais, pour ce sang voilà. à ce niveau-là. Et il Il a eu, fait podium. Et je il- pense que Ferrari avait dit à Irvine de rester devant, c'est pas ça? alors il devançait Irvine en Allemagne, à Hockenheim, mais il a dû le laisser passer Ouais, en c'est effet ça, pour voilà. c'est gagné. Mais le Nürburgring, c'est autre chose, c'est le Grand Prix d'Europe. Et là, par contre, il était totalement Ah oui, c'est vrai. en Pardon, dehors. Là, le je l'ai Ferrari avait mélangé. là, parce qu'il y a eu Ok. Hockenheim en Allemagne et Nürburgring Europe. Là, par contre, il avait une course sans, il a dû casser, il a été Qui a hors de gagné? piste. Euh, En Nürburgring, c'était Johnny Herbert sur Stewart, l'actuel Red Bull. Donc, Ah bah oui, c'était doublé non, c'était 1 et Stewart. 3. C'était 1 Ouais, 1 et et 3 3 avec avec Barrichello et Helmut Prost sur la Barrichello. Prost, qui est de P2. Donc Oui, en oui, plus, ça faisait vraiment plaisir de voir deux grands pilotes qui étaient représentés sur le podium en tant que c'est patron vrai, d'écurie. Donc voilà, et c'était la seule victoire de Stewart avant qu'il devienne Jaguar, puis Red Bull. c'est ça. Ok. Ok, bah parfait. Bah, on va commencer le Attends, débrief. je peux faire Ah, une une dernière dernière? question. Vas-y, Allez. Bastien. Et du coup, bah, comme tu as une science infuse, est-ce que tu as pu voir des grands prix en vrai? Oui, alors alors 6 fois, je suis allé à Spa en 2007, 2009, 2010 et 2013, au Paul Ricard en 2018, et j'ai eu la chance, grâce à France Racing, d'être allé à Spa accrédité en tant que journaliste dans le paddock en 2019, ce qui était à la fois la meilleure chose et la pire chose, étant donné Ah que oui, en 2019, nous avons eu hélas l'accident d'Antoine Hubert, ah oui. qui m'en serait bien passé, hélas. Donc j'ai eu vraiment eu les plus grosses et les pires émotions de ce week-end-là. Je m'en souviendrai, c'est sûr. Ok, cool. Ok, très bien. Du coup, on va commencer le débrief. Du coup, je voudrais juste un petit. Enfin, pardon, vas-y, Evan, fais-nous le tour du circuit. Ah, pas de souci. Donc, on était de retour à Portimao. C'était la deuxième fois que la F1 allait à Portimao, puisqu'il a été ajouté l'an dernier au calendrier à cause du Covid. Et c'était la 18e fois que la Formule 1 allait au Portugal en général, si je ne me trompe pas. Donc, on était sur le circuit international de l'Algarve, 66 tours.
4,653 km, 15 virages et 2 zones de DRS. L'an dernier, il n'y en avait qu'une, donc la différence, c'est que cette année, la première a été réduite d'une centaine de mètres et ils ont rajouté la deuxième entre le virage 4 et 5. C'est donc Lewis Hamilton qui s'est imposé, deuxième victoire de la saison pour le Britannique. Un seul abandon au programme, Kimi Raikkonen, course plutôt propre quand même, de la part du peloton entier. Et au niveau des Français, Ocon P7, Gasly P10 et Alonso P8 avec l'Alpine. Voilà, voilà. Ok, parfait. On va commencer du coup le premier thème. Ocon le patron. Donc aujourd'hui, on a Pardon. vu Oh, déjà. un très bon, Ça y est. Ah, un très bon Esteban Ocon. Nous qui avons tant critiqué dans l'émission l'année dernière. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette course et qu'est-ce que ça va envisager dans le futur? Vas-y, Bastien, tu peux commencer à ouvrir le débat. On peut voir une progression chez Alpine et c'est plutôt ce qu'on va retenir, c'est le positif. Après, est-ce que peuvent aller titiller vraiment les deux Ferrari, les deux McLaren? Je suis pas sûr. Je pense que là où ils étaient aujourd'hui, c'était à leur place. Et je pense qu'Ocon heureusement a fini devant Alonso en qualif parce que je pense pas qu'il aurait fini devant en course. Mais c'est les points qu'il fallait marquer, les ont marqués, c'est en nette progression. Et je pense qu'à Barcelone, ça va être pareil sur le même genre de circuit. D'accord. Au niveau de ce qui était un peu dans le rôle que voulait mettre Cyril Abiteboul sur Ocon, un peu le patron, est-ce que cela s'est respecté? Est-ce qu'on le voit, il est devant au niveau des qualifs, il rapporte les points, il fait une course propre. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? ben, patron, au niveau des performances, certes, oui. Après, Ocon, même si je souhaite vraiment être contredit là-dessus, j'ai pas le sentiment que c'est quelqu'un qui puisse diriger l'équipe, notamment le moteur, tel que peut être un Hamilton, un Verstappen, etc. Dans le sens que j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui peut élever la voiture plus haute qu'elle vaut vraiment, on va dire. C'est quelqu'un qui va plus la subir qu'autre chose, j'ai l'impression. Après, c'est encore le temps d'évoluer, mais j'ai peur qu'il en reste là et qu'il ne puisse pas être voilà, comme on dit, ce moteur, ce leader qu'on peut savoir. Après, qui devance Alonso, c'est très bien. C'est une bonne surprise pour lui et par rapport au 2020, donc c'est une bonne chose. Donc il faut vraiment il a fait une très bonne course aujourd'hui. Mais après, je suis sûr qu'il a les épaules cette locomotive-là. Ok. Qu'est-ce que toi t'as pensé, Evan, de cette course? On l'a vu, il s'est fait dépasser au départ. Après, au restart, il remonte. Après, il a bien tenu. Il est remonté sur les Ferrari. Sur la Ferrari, qu'est-ce que t'as pensé, toi, Evan? C'était une bonne course. C'était cool de le voir à ce rythme-là. Bah, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle en off avant l'émission, j'avais proposé qu'on ait ce thème-là sur Ocon parce que bah, en fait, ça fait un an qu'on attend ça de lui, qu'on attend que ce rôle-là qui montre du caractère en piste. Et là, enfin, le dépassement osé sur la Ferrari, moi, j'étais là, ouais, voilà, c'est ça qu'on attend d'Ocon en piste depuis un an désormais. Et en plus, avec les performances un peu discutables qu'il a eues sur les 2 premiers grands prix, c'est cool de le voir à cette position-là et de le voir être solide, d'avoir devancé Alonso, quand même solidement pendant toute la course. J'espère que ça va continuer, pour le reste de la saison, ça serait top pour lui. Très bien. Samuel, toi, qu'est-ce que tu peux, par rapport à Alonso aussi, qui a fait une très bonne course, est-ce que tu Ouais. penses que Alpine, c'est juste ce Grand Prix ou tu penses qu'ils peuvent remonter dans la saison et peut-être jouer top 4, top Ben, 5? j'ai trouvé ça franchement encourageant ce week-end-là. Parce que c'était pas hyper bien parti en essai, en qualif pour Ocon, ouais. Fernando, c'était un peu plus compliqué. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir quand on tient la comparaison avec Aston Martin. Je pense qu'il y a du potentiel et la course d'Esteban le démontre aussi. J'ai trouvé assez charismatique sur l'entièreté du week-end et assez leader finalement dans le discours qu'il tenait, assez positif. Donc ouais, moi je suis plein d'espoir pour Alpine et assez positif au final. Ok. Sachant Sur un... que Ouais, vas-y, le- vas-y. pardon, sachant que le prochain Grand Prix, c'est chez Monsieur Alonso hein, à Barcelone. Donc Bien sûr. je
pense que voilà, ça va lui faire du bien. Je pense que si Alonso est performant dans ses beaux jours, il y a moyen de faire P6. Allez, pour être gentil. Bah, pour le coup, la course qu'il a montrée, c'est presque pour moi le départ officieux de sa saison. Qu'il n'était pas dans le rythme jusqu'à maintenant, il a lui-même admis, quelqu'un qui généralement mettait plutôt la faute. Donc voilà, donc qu'il ait cette humilité-là est un très bon. Ça montre par des prix qui ne sera pas autodestructeur. Donc pour Alpine, c'est positif. Et ouais, donc sa course, c'était vraiment un des moments forts de la course qui était au basque d'Ocon sur la fin, alors, en dépit de ses qualifs. Voilà, je ne vais pas dire que Ocon doit commencer non temps, mais c'est un signe fort en tout cas. Maintenant, faut qu'il puisse confirmer, et ça c'est toujours le souci que j'ai avec Renault Alpine. C'est qu'ils ont ce potentiel-là, mais ils ne l'ont jamais fait sur l'essentiel d'une saison. Même en 2020, où ils avaient quand même un meilleur disposition, ça arrivait une fois qu'ils étaient la troisième force du plateau et qu'après ils repartaient derrière. Alors certes, les écarts très faibles qu'on a en ce moment mais là, je reste méfiant parce que là, je vois que McLaren et Ferrari sont tout aussi bien armés pour jouer le rôle d'outsider. Ça fait. C'est vrai, comme tu l'as dit, enfin, c'est une très bonne explication sur Alonso qui a vraiment lancé sa saison et qu'on a vu, enfin, ce qu'on attendait de lui, c'est quelqu'un qui, bah, il est parti derrière, mais il a fait sa course, il est remonté et il a fait le taf. Est-ce que vous voulez rebondir sur un dernier point au niveau d'Alpine ou, euh, ou sinon tout a été un peu parlé? Euh, bah, enfin, pour un petit peu redire ce qu'on a dit, c'est qu'après, voilà, il faut quand même encore qu'il confirme parce que du coup, c'est la première fois cette saison qu'ils ont une performance qui est optimiste et qui vraiment fait plaisir à voir, vu ce qui s'est passé sur les deux premiers Grands Prix. Donc après, voilà, à voir s'ils arrivent à tenir ça sur toute la saison et surtout sur des circuits qui sont pas du tout comme Portimao. Parce que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, à Bahreïn et à Imola, et même là, des fois, j'ai l'impression en caméra embarquée, mais je pense que c'est aussi juste l'aspect visuel de l'Alpine qui fait ça, mais j'ai l'impression qu'elle est lourde, cette voiture. Enfin, je sais pas si vous pouvez dire la même chose, mais j'ai l'impression qu'à des moments, alors, elle donne l'impression de ne pas avancer en piste. Alors, Ouais, je sais pas ce que l'impression vous que pouvez j'ai dire. eue, c'est elle est vachement chargée en aéro en fait. Je pense qu'ils ont eu du mal sur le train arrière et du coup ils ont chargé l'aéro et je pense que niveau moteur, c'est plus trop ça, je pense. Donc Ça manque de puissance. ouais, ça manque de puissance. Beaucoup Mm. d'aéro, c'est l'une des seules qui ne dérape pas en chaque sortie de virage. Donc, est-ce que c'est l'effet Alonso qui fait ça? Mais, apparemment, ils ont apporté des évolutions à Ouais. là-haut. On a l'air d'avoir mieux compris comment elles fonctionnent et selon Ocon, ils ne sont pas encore au maximum de leur potentiel par rapport à ce qu'ils ont. Je me demande qu'elle croit. Mais ce que dit Bastien, ça se voit sur le dépassement d'Ocon par l'extérieur, parce qu'on a vu, Magnifique. même quand Verstappen l'a fait, sur la fin du dépassement, la voiture, elle a quand même failli partir, et il y en a plusieurs à ce virage-là qui se sont fait surprendre de l'arrière, et l'Alpine, que ce soit pour Alonso ou pour Ocon, elle a vraiment pas bougé à cet endroit-là, alors qu'on a vu beaucoup de voitures à bouger, et à d'autres endroits du circuit, donc ouais, ça, ce que dit Bastien, et ce que nous a confirmé Mathieu avec les apports aéros ce week-end, ça se voit en piste. Mhm. Ok, alors donc on va entamer du coup le deuxième thème. Du coup, bon, j'ai un peu, bon, ça c'est moi qui fais les titres. Norris le crack. Bon, je pose, en plus j'ai son petit t-shirt avec son casque qu'il a porté. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de la course de Norris? Et pour l'instant, sur ce début de saison, même si on aime bien s'avancer et faire des prédictions, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Bah, enfin, Samuel, je te laisse ouvrir ce Vas-y. débat. Bah, Norris, encore une fois, bon, vous savez que moi j'adore Norris, j'adore McLaren, mais non, objectivement, solide encore une fois, je trouve, parce que bon, il gagne 2 places, ouais, c'est ça, il partait P7, il me semble, et il finit cinquième. La semaine dernière, il a fini sur le podium, troisième. Première course à Bahreïn, il finit quatrième. Assez régulier en ce début de saison, et
performant. La voiture le permet aussi, et Norris, et on l'a un petit peu vu avec tous ces pilotes là qui ont boycotté les réseaux sociaux, et même Julien Febvre le disait, Norris il s'est un peu coupé de ces réseaux là ces derniers temps, et pour se concentrer à fond sur le pilotage. Et on connaît Norris en tant que blagueur, mais je crois que cette saison ça rigole pas. Il a pris en maturité, et moi je trouve que ça, ouais, là son potentiel commence à être exploité pleinement. Il est assez convaincant. Ok, très. Ouais, vas-y. Je suis d'accord. Hein. Ce qui est marrant, c'est que Norris est en train de faire ce qu'on attendait de Ricciardo au niveau performance. Ouais, oui, Ah, c'est C'est complètement. vrai. beaucoup là. Et en même temps, c'est vrai qu'il est chez McLaren, et c'est plus ou moins sa maison maintenant. Voilà. Mhm. Et c'est vrai qu'au bout de trois saisons, là, il sait mieux quoi faire, etc. Et en plus, avec Ricciardo, qui est là, Ricciardo est près des top pilotes, c'est un tout petit cran en dessous des Hamilton et Verstappen. Et là, il savait très bien qu'il fallait vraiment qu'il prenne de nouvelles initiatives, un nouvel état d'esprit pour ne pas se faire manger par Ricardo. Voilà. Et, il a fait du bon de Ocon, qui est aussi. Il a l'air d'avoir, oui, en effet, vraiment le bon état d'esprit. Et enfin, comment dire ça, je ne m'attendais pas à ce que Ricardo le domine non plus, d'autant qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Mais là, et pourtant, j'ai bonhomme. Là, j'ai absolument rien à lui reprocher pour son début de saison. Et, Ouais, ouais. franchement, je me dis, si on retrouve un Grand Prix où Mercedes et Red Bull font faux pas, tel Saki en numéro 2 l'année dernière, mais il sera le premier à en profiter. Et je demande ça. Ouais. Là, moi, mon petit prono de rêve en 2028, que j'ose espérer que c'est plus ça. Et puis, non, mais ce qui est cool, c'est que il y a la grosse surprise, c'est qu'il domine pour l'instant outrageusement Ricardo. Ça, personne s'y attendait. Et si Ricardo arrive à rehausser le niveau, il faut attendre des grands résultats de McLaren, quoi. Voilà. Après, c'est ce qui a été dit aussi, c'est que Ricardo, on sait qu'il a un style de pilotage très particulier, avec Ouais. une voiture qui freine très très bien. Et donc, on a vu que bah, la saison 1 chez Renault, bah, ça s'est pas très, enfin, ça s'est bien passé, mais c'était moyen. Et bah, la deuxième saison, il a explosé. Après, est-ce lui faut une saison d'adaptation? Peut-être. Quelques grands prix, du Mais moins. C'est ce qu'il disait de Ricardo, c'était que c'était un pilote qui mettait un certain temps à s'adapter à la voiture. Mais après, je doute pas que quand il sera adapté, comme disait Sam, ça va falloir attendre du très très lourd de McLaren. Bastien, toi qui aimes pas trop Norris, Pardon? tu m'as. Pardon? Il me semblait que tu l'apprécies pas trop, non? Si, j'adore mon Norris, ça va pas ou quoi? Ok. Bah, et que penses-tu de ce début de saison? Moi, en tant que spécialiste de la Formule 2, du coup, en fait, Norris, il nous fait du Norris pour l'instant. Je vais attendre avant de me prononcer définitivement. Quand tu regardes sa saison en 2018 en F2, premier week-end à Bahreïn, intouchable. Enfin, sa moitié de saison en Formule 2, il était très présent. Je pense qu'il était même largement devant le championnat. En 2020, l'année dernière, pareil, enfin, début de saison très bien, notamment en Autriche. Après, voilà, il n'a pas toujours été très présent, même s'il a fait de très bons résultats. Pour l'instant, il a l'air de confirmer. Je pense qu'il a passé un cap de maturation, tu vois. Il a mûri. Du coup, j'attends de voir si ça va payer. Et je pense que ça va payer. Et, il va être très régulier cette saison. Enfin, du moins, je l'espère pour lui. Ok. Est-ce qu'on espère aussi, enfin, est-ce que c'est le nouveau moteur Mercedes qui surbooste encore plus il surbooste la voiture? Ou qu'est-ce que vous pensez, vous? Aussi. Oui, oui, Ben, c'est. Bah, ouais, aussi, carrément. C'est un plus, évidemment. Sans aucun doute. ça joue, mais après, ce qui est encourageant aussi, c'est qu'ils ont réussi. Bon, après, c'était prévu de longue date. Donc, ils ont réussi à bien l'encaisser. Voilà, parce qu'il y a une question d'avoir le moteur, c'est aussi une question de bien exploiter. Et McLaren, qui par le passé avait un peu étouffé le Honda, par exemple, voilà, là, on voit que par rapport à des pilotes qui ont eu du mal ben là, le Mercedes il est très intégré. Ils n'ont pas perdu en performance, au contraire, ils sont toujours sur leur lignée. Et donc, pour une équipe qui a des fois eu des trésoreries, là, ça montre vraiment qu'ils ont tous les éléments. C'est maintenant une vraie équipe de Formule 1, la McLaren. On va en voir une.
et ça fait vraiment beaucoup plaisir. Mhm. Ok, très bien. Du coup, on va passer au troisième thème. On va passer à Red Bull vs Mercedes au round 3. Donc bah voilà, on a encore vu des échanges, encore, enfin c'est trois pilotes très proches. Bon, Pérez, il est pas encore, enfin, il a pas encore arrivé à prendre le gap par rapport à Verstappen. Euh, Qu'est-ce que ça s'annonce pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le Grand Prix de Barcelone? Et est-ce que ça vous hype bien quand même cette petite guerre entre les deux? Euh, hmm, Mathieu, je te laisse commencer si tu veux. Ah bah totalement, parce que ça fait quand même deux saisons qu'on a une vraie opposition à Mercedes. Donc le fait que Red Bull, en tout cas surtout Verstappen, puisse le faire sur la durée, avec ça. Donc le fait qu'ils puissent échanger les positions comme ça, qu'on puisse avoir puis l'un puis l'autre devancer, même pour quelques secondes, ce qu'on voulait voir. Et je ne saurais pas dire vraiment laquelle des équipes va prendre l'avantage sur la fin. Je parle plutôt niveau équipe, parce qu'il y a l'air d'avoir un bon Mhm. équilibre. Mercedes n'a plus l'avantage d'avant, mais ils sont encore. Hamilton a doublé à la régulière pour gagner. Donc voilà. La chose qui me laisse le plus curieux, c'est comment Verstappen va supporter la pression d'être prétendant au titre. Parce que le truc, c'est qu'il a toujours été en position de luxe. Là, le petit Trubillon qui vient s'inviter à la victoire à l'occasion, et il n'avait pas à gérer cette pression-là de bout en bout, en Formule 1 du moins. Et même s'il a maintenant beaucoup de certes, c'est la première fois qu'il aura ça. Et Max reste par nature quelqu'un de nerveux. Il a beau avoir mûri, être maintenant moins dispersé. Il y a quand même des petits trucs par-ci par-là. Et il a quand même perdu, entre guillemets, la victoire à Bahreïn en hors piste. Là, il a perdu le meilleur tour en étant hors piste. Et il est penché là-dessus. Certes, c'est un truc très frustrant et on peut très comprendre nous les fans. Mais c'est des petits signes, on se dit, dès la troisième course, il y a déjà ces petits trucs ici et là. Certes, Hamilton n'est pas infaillible, mais c'est quelque chose à surveiller sur l'ensemble de la saison. Ces petits trucs mis bout à bout, ça peut jouer. On l'a vu avec Hamilton qui a perdu face à Rosberg, que des fois on peut se jouer sur des petits riens, sur des petits calculs ici et là. Et est-ce que Verstappen saura gérer ça, saura réagir en temps et en heure? C'est ça qui m'intrigue le plus par rapport à la bataille. Ok, très bien. Est-ce que, ouais, je vois très bien ton idée, ce que tu veux dire. Est-ce que, bah, par exemple, comme tu dis aussi, le petit coup à la caméra pour en mode quand il rate sa qualification, c'est ce genre de choses. Et est-ce que ça peut jouer en sa faveur ou pas pour le titre? Toi, Bastien, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que le titre, je vais me mouiller, mais je pense que c'est mort pour lui. Après, Déjà? ouais, Eh, ouais, non, mais faut être honnête, faut être honnête. Je pense qu'il finira vice-champion. Je pense qu'il va peut-être pas prendre 150 points dans les dents. Mais enfin, on l'a vu que là aujourd'hui, Mercedes, ils ont fait du Mercedes quoi. Enfin, franchement, Hamilton, il était là, il se promenait, il a mis le coude sur la portière. Il a maintenant toujours. tiré trop 2-3 fois et c'est bon. Ça m'embête de dire ça. Je préférais voir un peu de lutte, mais je pense que les circuits comme Monaco ou au Mexique, ça va être pour Red Bull. Mais voilà, Barcelone, week-end prochain, c'est Hamilton, Verstappen. Allez, on peut mettre Perez ou Bottas, mais je pense que voilà, ça va pas. Hamilton va rester devant. Après, Verstappen, j'espère qu'il va quand même pas lâcher, pas baisser les bras et aller chercher les Genre, points quand il faut. Et il a très bien fait à Bahreïn, il a bien fait aujourd'hui. Voilà, il est parti chercher les points qu'il faut. Voilà, comment dire, voilà, s'il a des points à prendre, qu'il les prenne et il fera les comptes à la fin de l'année, quoi. Ok, je trouve Moi, ton jugement un peu fort. Vas-y, Evan. je suis assez d'accord avec ce que dit Bastien par rapport à ça, c'est que Verstappen, il a encore beaucoup de défauts, mais je pense que s'il perd le championnat du monde, alors après, il va voir pourquoi il l'aura perdu, mais en tout cas, sur le papier, s'il perd le championnat, une chose qu'il pourra pas se reprocher, c'est de ne pas avoir tout fait pour le gagner. Parce que Verstappen en piste, lui, par contre, clairement, il lâche rien. On a vu ça. Bottas, il a jamais lâché l'affaire. Il a fini de le doubler. On a vu à la radio d'ailleurs, ça l'a vraiment boosté de l'avoir doublé. Et pareil, dans les rétros d'Hamilton, mais Verstappen, il est vraiment menaçant. T'as vraiment cette sensation qu'à n'importe quel virage, le mec, il peut plonger, te piquer la place, quoi. Et ça,
Ça, c'est typique Verstappen et c'est sur des choses comme ça Il l'a fait ce que. week-end. Hein, Ouais, aujourd'hui. mais voilà, exactement. Et c'est ça, je pense que pour le coup, c'est pas ça qui lui fera perdre le championnat. Après, bah, vous avez parlé de Red Bull. Aujourd'hui, on a vu que Red Bull manquait un peu de puissance en vitesse de pointe. Bah, c'est là que Red Bull est encore en dessous de Mercedes, quoi. C'est que l'avance technologique qu'a Mercedes depuis des années, quand c'est proche comme ça, c'est là que ça se voit. Ah, Après, par contre, je pense vraiment que Red Bull va pouvoir jouer le championnat constructeur parce que Perez, il voilà. va plus on avance dans la saison, plus il est à l'aise avec la voiture et plus il fait des bons trucs sur la piste. Avant que Hmm. Samuel donne son avis, excuse-moi, parce que tant que j'ai l'idée en Vas-y, tête, mec. Vas-y. en fait, j'ai 2 points. Il faudra pas oublier que le Honda, déjà Verstappen, il a déjà mis les deuxièmes éléments de moteur enfin, il a déjà pris les deuxièmes éléments, alors que Mercedes, ils sont toujours restés sur un élément. Je pense que la fiabilité va payer pour Red Bull. Deuxième chose, comme l'a dit Evan, à Monza et à Spa, Red Bull, eux, il y a de très fortes chances qu'ils ne soient pas là. Enfin, pas 1 et 2 par exemple. Je pense que À ça va être moins d'un compliqué pour eux. accident chez Mercedes, Voilà. mais Il va falloir qu'ils comptent sur des pénalités ou un accident, ce qui est très rare. Après, je dis pas qu'ils ne feront rien, mais ça va être compliqué. Comme on sait qu'à Monaco et au Mexique, ils vont être là. Et le dernier point, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure à Jules, en fin d'année, si Bottas est devant vers Hamilton, Mercedes n'hésitera pas à dire bah non, vous inversez les positions. Alors que chez Red Bull, je pense que ça va jouer. Je vois pas Red Bull dire à Perez tu donnes ta place à Verstappen parce que Perez il lui dira non. Donc je Après, pense Perez, il a sa place aussi à jouer. Donc ça voilà. peut être un bon Je soldat. pense je pense que Bottas n'aura pas sa place à jouer. Ça Ça dépend des c'est circonstances. Mais je pense que c'est très possible qu'il le demande à Perez. C'était possible. Après voilà, ça Ouais. dépendra des circonstances, mais je sais pas comment dire. Enfin, là, on l'a vu dès ce week-end que voilà, le Mercedes c'était Hamilton et pas Bottas. Et du coup, j'ai dit tout à l'heure, bah, pour rigoler à Jules, je serais pas étonné que pendant un moment, Mercedes il baisse la puissance du moteur à Bottas juste pour laisser Hamilton s'échapper. Chose que ne fera pas Red Bull, tu vois, parce que voilà, ils vont jouer. Après, si oui, Verstappen est largement devant le championnat devant Perez, ils vont le mettre ça en avant et ça c'est sûr. Et j'espère qu'ils le feront Hmm. pour les points constructeurs. Ouais. Voilà. Le truc, c'est que je ne sais pas si Red Bull valorise autant le classement constructeur que Mercedes. Je suppose qu'ils le font s'ils ont pris Perez à la place de Albon. Maintenant, il Ouais, faut apporter un changement et avoir deux pilotes qui puissent utiliser, ou à la limite un qui puisse faire un peu tampon comme Bottas le faisait. Donc voilà, mais après, je ne sais pas jusqu'où Red Bull sa politique, parce que c'est clair que Red Bull est un team Verstappen, tout comme Mercedes est majoritairement un team Hamilton, c'est vrai. Mais je ne sais pas jusqu'où ils vont changer ça, parce qu'il est clair qu'ils ont étouffé Gasly et Albon. Là, Perez était certes pas gay, mais pas non plus au niveau des trois premiers. Donc, à voir. Mais ça aussi, c'est l'autre point. Je suis curieux de voir comment Red Bull compte gérer ça sur la durée de la saison. Parce que Mercedes, on sait plus ou moins à quoi s'en tenir maintenant. Ouais, et comme je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'on est en 2021 et les prochains, il y a un nouveau règlement. Et Mm. il y a une course au développement entre les deux. Et je pense que ça va être là où que ça va se jouer. Donc à voir qui va arrêter le premier ou qui va continuer le plus loin, qui va réussir à faire 2022 ou pas. Donc ça se trouve, Mercedes, l'année dernière, ils ont mis tous leurs moyens, ils ont mis 20 milliards d'euros sur 2022. Et cette année, ils vont se faire que sur 2020. Alors, désolé, petit problème technique, j'ai quitté Si. Ouais, désolé. Ouais, moi, à quoi je pourrais répondre particulièrement sur ce sujet ciblé moi, je vais être moins sévère on va dire que je vais être moins sévère que Bastien et je vais être un peu plus sévère que que Mathieu, pardon. Aujourd'hui, Non. j'ai trouvé les Red Bull un petit peu plus en dessous, ouais, que les Mercedes, évidemment. Globalement, ils étaient tous dans le même rythme. Perez a quand même réussi à être dans le rythme de Bottas. Il termine pas hyper loin si on C'est- écarte le fait qu'il se soit arrêté au stand, etc. Mais C'était Verstappen vraiment n'a quand Hamilton même, qui était chaud. voilà, Verstappen n'a pas réussi
à rattraper Hamilton et il restait avec Bottas derrière, tu vois. Il n'y a pas eu des écarts qui se sont creusés tout du long, j'ai eu l'impression. Et ouais, Red Bull a encore un peu plus de choses à aller chercher. Et j'espère que Perez va le permettre aussi. Parce que, ouais, qu'il va pouvoir aider à la Après, tâche. ce qui est quand même intéressant avec Red Bull ce week-end, c'est que, enfin aujourd'hui surtout, c'est que malgré le manque de performance par rapport à Mercedes, ils reviennent à la maison avec un bon résultat quand même. Je veux Bien dire, sûr, Tout à bien fait. sûr. Verstappen, Non, non, ça. solide deuxième qui a failli avoir le meilleur tour, Perez qui a fait la course qu'il avait à faire, hein, donc Oui, oui, oui. c'est bien parce que vraiment là, du coup, Verstappen, il laisse filer pas beaucoup de points. Et ces points qu'il n'a pas laissé filer, ça peut potentiellement compter à la fin. Bien sûr que ça Voilà. comptera. Après, Oh, il y a déjà fait un point d'écart quand même. Hein. 20 à Ouais, 21 bah. entre les deux écuries. entre les deux écuries, ouais. Ouais, mais c'est ce que je soulève. Je pense que Après, est-ce que. j'ai plus de Ouais. doutes sur le Après, classement, malheureusement, pilote que sur le classement constructeur. malheureusement pour nous, Mercedes, ils sont très forts quand ils sont chassés. Quand ils ont la pression, ils sont extrêmement forts. La rigueur allemande des deux Toto Wolff, ils sont extrêmement forts. Même C'est ça qui est inquiétant. Hamilton, il conduit jamais vraiment à 100%, et donc quand tu lui demandes d'accélérer, c'est. Enfin, voilà, quoi, il faut s'accrocher derrière. C'est sûr. Mm. Après, est-ce que ce Grand Prix-là, ils se sont dit, on va brider un peu le moteur, on va essayer de gérer un peu plus le moteur, parce que on voit quand même, il y a quand même, sur les deux Grands Prix, on a vu le moteur, il était à fond. Et là, le moteur Red Bull, on l'a senti, enfin le moteur Honda, on l'a senti moins puissant. Est-ce qu'il y a eu quand même une cartographie un peu moins puissante pour peut-être se dire, bah, on va le casser vite ce moteur et on va essayer de gérer un peu mieux le moteur ou pas? Bonne question, je sais pas. C'est ce qui était assez particulier ce week-end, c'est que sur la partie sinueuse de Portimao, donc c'est-à-dire tout le reste du circuit sauf la grande ligne droite, la Red Bull, elle revenait vraiment super bien sur la Mercedes. Et Mm. c'est-à-dire, en fait, à chaque tour, on se disait, bon, mais ça y est, là maintenant, il va le dépasser. Et sauf que le dernier virage qui était crucial pour préparer la ligne droite, il ruinait tout parce que le moteur Red Bull était asthmatique dans la ligne droite. Et donc, du coup, on l'a vu, même sans DRS, même avec le DRS, pardon, Verstappen arrivait à peine à se rapprocher. S'il n'était pas derrière, collé Ouais, derrière le feu arrière de Bottas, il allait rien faire. Donc, c'était. Ouais, ouais, manque de vitesse de pointe, ouais. Les, ouais. les, Ouais, les, et c'est pour ça, les deux ont bridé c'est leur pour ça que moteur, je pense. Et on l'a vu aussi quand il s'est fait dépasser par Hamilton. Moi, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y avait un souci technique sur la Red Bull, oui, tellement il s'est fait déposer. Et c'était impressionnant. Après, on a quand même, après, sur cette ligne droite, on a vu que beaucoup se sont fait déposer, hein. Les Oui, Alpines oui, c'est sûr. ont dépassé avec facilité. Si tu avais le DRS et que tu étais bien collé, au bout de la ligne droite, le gap était énorme après Sainz, le dépassement. Sainz, il s'est Ouais. fait manger aussi. Ah oui, ça, il s'est fait manger. Ouais. Je sais pas s'il avait un problème avec sa voiture, mais finir 11e, bon, c'était un peu. Il Bah, s'est Ah, arrêté bref. en premier, donc du coup, il a payé ce choix et ses Ouais, pneus. bah ouais. Il n'a pas pu au-dessus, les deux, je pense, gérer ses pneus. c'est sûr. Bah, du coup, on va parler d'Aston et après, je pense qu'on parlera un peu de Sainz, etc. Parce qu'on a oublié de le rajouter dans les thèmes et les autres écuries. Du Ouais, coup, ouais. Aston au ralenti, donc on est tous un peu déçus quand même de ce qu'on avait vu la saison dernière. On a vu Racing Point très fort, Perez dire ouais, je suis déçu parce que la voiture elle est top. Et là, finalement, bah, on voit que c'est poussif. Là, ça Qu'est-ce va que. clasher, là. Là, ça va clasher, je te le dis. Ah bah, Restez Samuel, les mots. vas-y, sors-nous ton home Non, contender. mais sans déconner, moi, c'est pas un pilote que je porte du tout dans mon cœur, Vettel, mais ça me fait chier de le voir avec ce niveau de performance-là. Parce que sans déconner, bon, Aïe, aïe. c'est bien 10e, ça faisait 15 Grands Prix qu'il n'était pas en Q3 et finalement il parvient en course quand même à se faire bouffer par son coéquipier, enfin se faire bouffer, il se fait dépasser par son coéquipier, il termine derrière lui. Ouais, il s'est fait bouffer même. Mais ouais, il finit 14e, c'est ça je crois. Non, il a repassé sur la fin. C'est Il a Vettel qui repassé sur Ouais, la fin. ouais, sur la fin, ouais, oui. ouais, Ok, sur les ok. derniers En tours, gros, il il était se fait 13e dépasser. Ouais. sur le 14e. Autant pour moi. Mais non, décevant tout de même, parce que bah, même au-delà du fait que ce soit Vettel, la monoplace, là, elle est pas. Ils sont derrière une Alpha, hein. Ils sont derrière Giovinazzi. Ouais, 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 Ouais. ouais. Elle est pas plaisante, hein. Moi, ouais, franchement, je suis déçu. Très déçu. Même Stroll, moi, avec les courses qu'il a fait, je me suis dit c'est encourageant, et là, il part P17. Il Ah, a gagné quelques surtout que places, mais Alors jusqu'à qu'il présent, était censé avoir une Stroll, nouvelle c'était pièce le. par rapport à Vettel. Ah, ouais. apparemment. Jusqu'à présent, Stroll, c'était le seul qui sauvait les meubles, qui en tout cas sur les deux premières courses, a réussi à sauver les meubles d'Aston en récoltant un point à l'arrache. Mais là, ce coup-ci, ouf. Ouais.
Bah, ce qu'on voit aussi, c'est que Alfa Romeo, ils font des débuts de Grand Prix pas très bien, mais en fin de Grand Prix, ils sont toujours là, quasiment à marquer des points, s'il n'y a pas de Ouais. pénalité, etc. Eux, ils remontent, et Aston, ouais, c'est vrai que, enfin, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que bah, la saison va être Mais- vite abandonnée mais pour je- 2021, pour, 22? Chez pour le Alpha, coup, Vas-y, vas-y Evan, Sam. excuse-moi. Ah, merci. Bah, pour le coup, je parlais tout à l'heure d'une Alpine qui donnait l'impression de ne pas avancer. Le constat est le même et encore plus flagrant pour Aston, c'est que enfin, vraiment l'Aston, bah là, bah ouais, n'avance pas. En fait, il y a rien, il n'y a aucune performance. Vettel, il arrive à rien en tirer. Stroll, il a tout juste pu en tirer quelque chose les deux premiers Grands Prix. Et là, Stroll n'était nulle part aujourd'hui. Et bah justement, Jules, tu parlais de 2022. Je pense qu'Aston, ça fait quand même partie de ces écuries qui jouent l'avenir en Formule 1 et pas là 2022, enfin 2021, Du là moins, cette saison. j'espère. Donc oui, en plus on l'espère, mais parce que les premières missions, on parlait d'Alpine justement qu'ils sont quand même plus tournés vers 2022 que cette année-là. Je pense qu'Aston c'est encore plus tourné vers 2022 que ne l'est Alpine et que ne le sont les autres écuries parce qu'ils sont arrivés là avec le projet d'être champion dans les années à venir. Donc c'est pas cette année qu'ils vont jouer quelque chose. Après, il faudrait quand même qu'ils essayent de un petit peu voilà Ouais, de donner sortir du Ah, bousier ouais, dans de lequel ils sortie. sont. Ouais, parce que là, c'est compliqué d'être derrière Alfa Romeo pour. Quand tu vois où c'est qu'ils étaient l'an dernier avec une voiture similaire, hein. en Mais ce fait, qui est, ce qui est, il faut. ce qui est flagrant, c'est que. Pardon, excuse-moi, Vas-y, Bastien, vas-y, je crois vas-y. que j'ai un décalage. Moi aussi. Ce qui est flagrant, c'est que l'Alfa Romeo, elle a plus de mal en qualif, mais en course, ils arrivent à trouver un rythme bien meilleur que d'autres. Ça, Mhm. Et ça, c'est. c'est dommage que Raikkonen ait cet accident en début de course parce que je Ouais, pense qu'il ouais, aurait ouais, pu ouais. bah, être au niveau de Giovinazzi. En fait, on a vu Giovinazzi 12e, donc j'imagine que Raikkonen aurait été dans ces eaux-là. Mhm. Et voilà, c'est un peu ce genre de choses qui manquent à Aston, tu vois. Ils sont pas hyper performants en qualif et en course, c'est très dur aussi. Je sais pas comment tout ça, Et là, ils pourraient s'en sortir. pour terminer, après je laisse Mathieu et Bastien parler, mais Vettel c'est grave parce que vraiment il se qualifie 9e et toute la Ouais. course il a fait que descendre pour glisser à la 13e place. C'est d'une impuissance incroyable. Le truc, c'est que, enfin, que Aston, enfin, son patron avait avait demandé des clarifications par rapport au règlement, le fait qu'ils avaient leur fond plat basé sur le concept de Mercedes et qu'ils en ont payé le prix. Et enfin, c'est quelque chose de très bizarre, mais ça c'est un aveu de faiblesse. C'est juste pour dire, on a continué on a continué à copier sur Mercedes. On a eu un mauvais choix, alors qu'ils savaient, enfin, ils savaient plus ou moins où ils s'engageaient. Ils ont voté pour ce choix il y a quelques mois. Voilà, c'était en connaissance de cause. Et ça montre que certes, copier les voisins, ça a des bons points quand c'est meilleur, mais et, euh, et là, ce truc-là, enfin, ils sont donc dans une mauvaise direction et à cause à cause des écarts limités, du fait qu'on va se concentrer sur 2022, je ne les vois pas autant beaucoup améliorer ça. J'ai peur qu'ils subissent ça de bout en bout. Sinon, ils ne se seraient pas plaints, ils se seraient retroussés les manches à faire comme Mercedes et à essayer de compenser ça. Là, s'ils font ça directement dès la deuxième course, ils sont, pas en état de crise, mais en état d'alerte. Donc, Ouais. c'est vraiment pas positif. Alors que j'avais quand même pas mal d'espoir pour Aston en me disant, maintenant ils ont des défauts, etc. Donc, comme assez de confiance, on a vu Force India Racing Point, c'était une équipe qui était très, très stable au niveau d'un point de vue technique et performance. Ils faisaient vraiment des miracles avec des diesels. Et donc, de voir ça, c'est tout l'inverse. Et Vettel, bah, le truc de voir Vettel comme ça, même si j'ai toujours pensé qu'il n'a jamais entièrement digéré ce qui s'est passé avec Ferrari, j'ai l'impression qu'il y a une part de motivation qui est partie et qui ne va pas revenir. J'ai l'impression que ça me donne en tout cas, mais qui me donne tort, là encore. Mais aussi, c'est celui qui a fait le moins de kilomètres en essai, c'est celui qui doit également s'adapter. Vettel, c'est un de ceux qui a le plus de mal à s'adapter. Moi, j'ai toujours vu une différence entre le Vettel qu'on a eu en version V8 et le Vettel version hybride. Certes, il a habité beaucoup. Il y a plus cette même aisance, on va dire, cette même régularité de bout en bout. Et donc, ça fait beaucoup d'éléments d'un coup. Et aussi, entre ça, entre Ricciardo et Alonso, ça montre que c'est la détail, que c'est difficile
de s'adapter, que les pilotes de F1, aussi bons soient-ils, aussi bons que Vettel soit-il, c'est un quadruple champion du monde, et on l'oublie depuis quelques temps, hélas. Mais là, même ces pilotes-là ont du mal, et ça montre à quel point la F1, c'est des détails. Sur une F1, on pensait qu'on n'allait pas avoir beaucoup de changements à cause de ce qu'on s'est dit, la révolution. Et je trouve ça très, très, très intéressant, triste évidemment, parce que la plus haut, lutter avec Alpine et compagnie, mais de voir à quel point ça joue à peu de choses, et du coup je me dis, mince, pour 2022, imaginez, on peut avoir quelque chose de plus fou encore. C'est Mhm. sûr. Après, je pose la question aussi, et après, Bastien, je te laisse répondre à ma question et à parler de ce thème. Du coup, comme c'est une Mercedes un peu bis, que le nouveau fond plat a été coupé et que Mercedes était en difficulté, alors là, ils ont su réagir et du coup, à troisième course, ils sont présents. Est-ce que tu penses que c'est vraiment cette difficulté-là qui a créé, qui a mis Aston Martin un peu en situation de mini-crise un peu, ou tu penses que c'est la voiture qui, enfin, je sais pas si c'est un autre facteur. C'est ce que j'allais dire en fait tout à l'heure. En fait, quand à partir du moment où Mercedes, ils ont créé les dernières la voiture la plus rapide de tous les temps, faut dire ce qui est. Bah, au niveau des records, c'est eux qui ont tous les Oui, records du oui, oui, circuit, donc c'est c'est sûr. eux Mhm. qui. Et à partir du moment où tu as la même voiture et que tu la copies, mais les changements, les règlements changent et du coup, bah, tu peux pas développer la voiture que tu comprends pas, et bah, ils se plantent. Tu vois, la Mercedes, ils sont quand même pris 4 dixièmes en qualif à Bahreïn. Aux essais à Bahreïn, ils étaient, je pense même au moins à 6-7 dixièmes. Je serais même pas étonné. Donc eux, ils ont su redresser la barre et régler leur voiture qu'ils connaissent. Aston Martin ne connaissent pas la voiture, ils n'ont pas su régler là où il faut. Et du coup, je pense que jusqu'à la fin d'année, ils seront dans les choux jusqu'à temps qu'ils comprennent comment fonctionne la voiture. Mais le problème sur cette course-là, le problème, c'est que Vettel a fait une Q3 et ça a été le vrai problème. S'il aurait fait 11e, il aurait pu partir en médium, choisir ses pneus et je pense qu'il n'aurait pas eu de Ouais. problème. Il aurait pu finir, allez, peut-être pas dans les points, mais il aurait pu finir 11e, 12e largement. Et du coup, je pense que de partir en soft, ça a carrément ruiné sa stratégie avec des softs usés en plus et du coup, ça l'a fait finir 14e quoi. Et Surtout que c'était un des premiers à s'arrêter, il me semble, Vettel. ouais, ouais, Enfin, dans de les souvenir, il me semble, bases, ouais, c'était un des premiers à rentrer au stand pour sortir les softs, enfin pour voilà, c'est enlever ça. les softs et mettre les médiums. C'est l'un des problèmes qu'a eu Gasly l'année dernière, quoi. Donc, à Mhm. rentrer en Q3, c'est bien, mais si tu rentres en Q3, tu pars en soft usé, alors que derrière, ils partent tous en médium neuf, bah, c'est compliqué pour tenir le rythme, hein. Donc, je pense que ça a été le problème. Donc voilà. Ok, Après, très bien. pour revenir sur ce que dit Bastien, parce que l'an dernier, en début de saison, même quand on a commencé à voir les bons résultats à Racing Point, on se posait tous la question de où est-ce que c'est la limite de copier une voiture comme Racing Point. Et en fait, bah, on n'a pas vu les limites l'an dernier au final, mais du coup, bah, finalement, les limites, ils les atteignent là en 2021 à cause des changements que mentionnés par Bastien, parce que du coup, bah, en 2021, en 2020, les voitures n'ont pas trop changé, donc ils ont pu un petit peu l'améliorer, mais ça allait, ça bougeait pas trop par rapport à la voiture du mois de mars. Mais là, maintenant qu'il y a quand même eu certains changements importants, quand même, ça en 2021, bah, du coup, Aston Martin se retrouve un petit peu à la rue avec une voiture qui est obsolète de 1 an, en fait. Et quand on sait à quel point la F1 évolue vite, même si ça se voit pas des fois, bah il le paye cher en fait pour l'instant. Et Après, je vais parler enfin, c'est pas la théorie du complot, mais je vais très loin dans mon analyse. Mais Comme d'habitude. je sais, merci. Ils ont copié la Mercedes de 2020, mais il faut rappeler que Mercedes en 2020, ils avaient un système DAS dans leur voiture. ouais, Donc là, cette année, ils ont une Mercedes sans DAS. Et on l'a vu l'année dernière, quand Mercedes n'utilisait pas le DAS en Turquie, ils étaient carrément largués, les Mercedes, au niveau de au début pour chauffer les pneus, etc. Donc là, est-ce donc que en le fait, fait qu'ils ont une Mercedes sans DAS, bah, je pense que c'est une ils Mercedes ont qui ne presque marche pas. ils ont presque une Mercedes 2018 en fait, fin de 2019. C'est c'est ça, c'est ça. Avec en plus un fond plat qui ne marche pas en plus. Et du coup, bah, c'est pas top. Moi, je suis désolé de ce que je Non, vais c'est. dire parce que c'est pas le but. Mais ils ont un Vettel qui est très faible psychologiquement, donc je pense que ça va pas trop le faire. Et puis ils ont un Lance Stroll qui ne va pas développer la voiture comme un Hamilton ou un Bottas a pu le faire. Et du coup, bah, j'ai peur pour cette Mhm. écurie-là, quoi. J'espère qu'ils ont Mhm. mis Surtout que j'espère c'est que le Papa pire Stroll a mis
J'espère que C'est le Fabien pire Stroll a- environnement. Pardon. Désolé, vas-y, finis sur Lawrence Stroll. J'espère que voilà, le Ryan Stroll, en tant qu'homme d'affaires, va mettre les points sur la table et l'argent pour 2022. Et du coup, ouais, Vettel, c'est le pire environnement pour lui parce que justement, il a quitté Ferrari, il est venu chez Aston parce qu'il voulait un nouvel air frais, il voulait un projet qui est ambitieux et c'est le cas. Et d'ailleurs, tu parles de Lawrence Stroll, moi je suis d'accord pour dire que Stroll va faire bouger les choses, il a l'envie, il veut faire progresser Aston, mais pour en revenir à Vettel, ce qui est en train de se passer là avec Aston, c'est tout ce qui aurait pas dû se passer pour lui justement. De nouveau, là, il replonge de suite dans une écurie qui pour l'instant ne fait pas ce qu'il attendait, c'est-à-dire une voiture saine qui lui permet de retrouver confiance. Comme on a le temps, on peut faire un petit what if. Je sais que tu aimes bien ça, Evan. Si vous êtes d'accord. Si Perez était resté chez Aston Martin, ça aurait été pareil ou un poil mieux? Un poil mieux parce que Perez, enfin, moi je donne un avis, mais un poil mieux parce que Perez connaît un peu plus la voiture, mais ça aurait été compliqué parce que même si tu as du talent dans les mains, ça a l'air compliqué de sortir quelque chose de cette Aston. Ouais, parce que l'année dernière, il y a eu du compliqué chez Racing Point. Il a quand même été là, hein, notamment à Ah ouais, Ouais, Sakir. ouais, Voilà, carrément. donc Ouais, mais mais la voiture était déjà plus à l'aise quand même. voilà, oui, oui, c'est ça, voilà. c'est basé sur un concept qui marchait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est toujours plus simple d'exploiter un concept qui marche qu'un concept qui a des failles. Surtout si Tout à les fait. failles proviennent, ce n'est pas eux qui les ont commises en plus. Voilà, donc c'est d'autant plus difficile de passer derrière le voisin et de corriger. Alors que Mercedes, c'est eux qui l'ont faite. Ils disent ok, on a commencé comme ça. Ok. Là où Racing Point, il récupère Aston, il récupère quelque chose et du coup c'est plus compliqué là. C'est comme quand As avait plus ou moins des Ferrari. C'est une chose d'avoir une voiture d'une équipe, une équipe qui a les moyens pour. Si tu n'as pas les moyens pour et que tu n'as pas les compétences pour l'exploiter, évidemment ça va pas marcher. Donc et ça n'a jamais marché. Donc le tout, c'est prendre exemple chez un autre, ça peut jouer là. Je me souviens par exemple en 2004, Sauber avait copié la Ferrari, et après ils en avaient fait une voiture qui était la leur au fur et à mesure qu'ils ont développé, et parce ils ont su où ils mettaient les pieds, et ça a bien marché à leur échelle. Orgueil, on va dire. Ils se sont dit, ils ont dit ça va marcher pour 2020, ça va marcher pour 2021. Non, la Formule 1 n'est pas aussi simple et on le voit à chaque rencontre. C'est très très Et heureusement que c'est pas Ouais, aussi simple que ça. Ouais. Non, c'est clair. N'est-ce pas, Carlos Sainz? C'est une petite transition. Ouais, bah Mais parfait, c'est merci. bien Bah vu, du ça, coup, c'est bien vu. j'ai envie de parler des seconds pilotes, c'est un peu le thème un peu que tout le monde a abordé sur Twitter ou sur Canal, etc. Enfin, les seconds pilotes, les nouveaux pilotes qui viennent d'arriver, qui sont toujours un peu à la ramasse. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Est-ce que finalement il faut vraiment un temps d'adaptation? Et comment ça se fait alors enfin, certains pilotes ne sont pas à la hauteur ou c'est que du cas par cas et que chacun est meilleur par rapport à son vis-à-vis? Le truc, c'est que chacun a une capacité d'adaptation différente et Ouais, aussi, de notre position, on ne peut pas exactement savoir quelle adaptation précise est-ce qu'ils ont besoin. Est-ce que c'est une adaptation par rapport à l'équipe, aux relations qu'on peut tisser les uns avec les autres? Ocon, c'était plus par rapport à l'équipe, apparemment. Tout. Par exemple, ça peut être par rapport à la voiture qui a un style de pilotage qui est différent et on peut avoir de nouvelles données aussi par rapport à ce qui a été fait par rapport au fond plat a beaucoup plus qu'on le pensait à ce niveau-là. Donc, il y en a qui sont très sensibles et qui veulent une voiture comme ceci, une voiture comme cela. D'autres qui le font mieux. À l'époque, Alonso était quelqu'un qui s'adaptait beaucoup. Là, lui, on pouvait donner n'importe quoi. Il arrivait à changer son style de pilotage. Ça ne s'est pas donné à tout le monde. Voilà. Ce n'est pas une qualité que tout pilote doit avoir de toute façon. Chacun peut compenser autrement. Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est très fascinant de voir que autant de pilotes ont des difficultés, y compris des pilotes très confirmés comme Ricciardo, comme Sainz, même Alonso. Bon, lui, c'est plus l'absence également qu'il y a eu. Et donc, oui, ça montre que la Formule 1, même avec Mazepin, on peut le voir, on peut rire, certes, mais ça montre à quel point il y a un gap immense et à quel point la Formule 1, ouais. on disait oh, n'importe quel pilote peut y arriver, etc., avec une jeune qui arrive des 19 ans. Non, au contraire, c'est qu'elle est encore plus sophistiquée, encore
pousser et que, comme j'ai dit, ça se joue des fois sur des petits détails psychologiques ou physiques, etc. Et donc, trouver le juste milieu par rapport à ça est difficile. Et en plus, comme on a des écarts encore plus réduits, ça se joue encore plus à rien. Et des fois, on pouvait avoir 1 ou 2 dixièmes et ça ne jouait pas grand chose, on était un petit peu derrière, on était juste une à deux places. Maintenant, ça peut jouer à 5 ou 6, ça donne un écart qui est plus grand qui puisse. Enfin, ça agrandit l'écart plus encore qu'on pourrait le croire. Ricardo, qui était, il a dit, il n'a pas compris pourquoi il était hors de la Q1. Et Ouais. voilà, et personne ne mettrait en cause le talent de Ricardo. Mais voilà, des fois, un petit raté, boum, il se retrouve en dehors de la Q1 comme Latifi. C'est donc pour le coup, je pense pas qu'il faille être aussi sévère envers les pilotes. C'est surtout que aussi on a une configuration où à une époque on avait trop d'essais privés entre guillemets. Du coup ça on avait là on a l'effet inverse, à savoir que des pilotes n'ont pas pu intégrer comme il fallait. Alors certes, fois le règlement qui voulait ça et les séquences Covid. Mais là, on est tombé dans un excès inverse. Et pour le coup, je me dis qu'il faudrait un peu plus d'essais dans le sens que ça crée un déséquilibre qui n'est pas totalement juste et qui ne reflète pas toujours la vraie capacité des pilotes. Et certes, certains ils y arrivent plus que d'autres, mais pas très. Cela dit, avec tous les enjeux que ça implique, et surtout en ce moment, je me dis que c'est pas très juste par rapport à ça. Et je peux me tromper, c'est encore quelque chose sur lequel il faut que je réfléchisse. Mais, Ok. mais voilà, quand je vois le temps prendre, voilà, il y a quelque chose qui ne colle pas exactement. Voilà, et je pense que c'est propre vraiment aux circonstances qu'on a en ce moment en F1 et sur lequel il faudra un peu réfléchir. Moi, pour revenir à ce que vient de dire Mathieu, si je peux me permettre de prendre la parole, l'année prochaine, il parle apparemment de faire 2 fois 4 jours d'essais hivernaux. Donc déjà, ce Ok, serait plutôt une bonne nouvelle. Après, c'est pour la ouais. nouvelle réglementation. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Est-ce que les 10 équipes vont voter pour? On verra. Et est-ce que aussi est-ce qu'aussi ils veulent le faire juste parce que là c'est les nouvelles voitures, donc ils veulent laisser plus de temps aux écuries Ouais, je pour pense. apprivoiser ces voitures, est-ce qu'ils vont le laisser après ou pas? Mais l'idée est C'est bonne. encore plus valable. C'est une voiture. Là, on aura de nouveau revenir à zéro. Donc pour le coup, c'est d'autant plus valable. Ok. Après, Ouais. pardon, pour revenir à la discussion de base sur les deuxièmes pilotes, ce qui était marrant de voir aujourd'hui, c'est que beaucoup ont dû travailler sur des réglages qualif et beaucoup ont travaillé sur des réglages course. On le voit, Ricardo, bah, il était au chou au qualif. En course, il est bien remonté. Bottas, Ouais. c'est l'inverse. Vettel, bah, c'est l'inverse. On voit que Stroll a mieux travaillé sa course et a pu remonter 3 places ou 2. On voit beaucoup, voilà, on voit que Leclerc 3. qui s'est fait remonter, qui était derrière Sainz en qualif. En course, il a fini loin devant lui, quoi. Et du coup, je pense que c'est les plus anciens comprennent mieux la voiture. On l'a vu avec Ocon notamment, qui a fini devant Alonso, et voilà. Et que C'est- Ah, Vettel qui a battu. ça dépend aussi des pilotes, justement, mais ah, il y en a, désolé, vas-y Mathieu. il y en a qui sont plus. Je veux dire, Stroll, on sait que les qualifs n'ont jamais été vraiment son fort, même s'il a une pole ironiquement. Mais voilà, c'est pas la discipline dans laquelle il s'illustre le mieux. À l'inverse, on a eu Russell qui a fait une P11 avec une Williams et qui s'est effondré après. Voilà, donc c'est à la fois la voiture et à la fois, on a dit avec l'Alpha qui s'illustre mieux en course. C'était d'ailleurs déjà le cas l'an passé, il me semble, pour la majorité des courses. Donc, mais là encore, comme les écarts sont hyper réduits, c'est difficile de savoir si c'est vraiment le pilote, la voiture, et si c'est sur ce week-end-là, s'ils sont concentrés sur plus ce programme-là. Donc, c'est difficile de vraiment tirer des conclusions définitives. Bon, Ben ouais, mais il y a quand même des patterns qui s'illustrent, comme Aston, où on voit clairement des difficultés qui paraissent pas forcément insurmontables, mais qui ne vont pas être résolues en une saison entière. Voilà. Mais chose. Donc pour le coup, et c'est ça qui est aussi passionnant. C'est en ça qui va nous tenir en haleine pour 2020. Moi, je sais pas si comment on peut remettre
comment on peut savoir d'où viennent les problèmes? Parce que, comme tu l'as dit, Russell, il fait P11, et en course, les Williams, c'était catastrophique. Et je sais pas d'où ça peut venir, les explications. Et donc, c'est un peu le même problème pour Aston. Bon, clairement, ça se voit que c'est la voiture qui joue pas mal, mais tu as aussi Vettel. Je pense qu'il y a du 50-50 entre les performances pilotes et la performance de la monoplace. Mais Je sais pas. justement, Probablement. Après, Sam, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Sam, tu parles de Russell. Russell, c'est Mm. un vrai mystère parce qu'en qualification, c'est une fusée entre guillemets avec la Williams qu'il a. Mais Ouais. dès qu'il arrive en course, il a une perte de rythme que Et Latifi c'est n'a là, pas. Alors après, Latifi part de plus loin avec un moins bon talent, etc. Mais Russell, pourtant, il fait pas tant d'erreurs que ça. Mais c'est vrai que là, la Williams en c'est course, c'est assez frustrant. Bah, C'est sauf, Ouais, frustrant. sauf à Imola, hein. À avant. Imola, Oui. s'il se fait pas oui, sortir, il ah peut, oui, il peut, Ouais. il peut faire une masterclass. Après, on les a vus il sur passe 3 Bottas. courses. Bah voilà, après, comme ils ont dit, la Williams, elle est faite pour des conditions spécifiques. Est-ce que là, les Mhm. conditions étaient réunies? Je pense pas. Et bah, on a vu à Imola, il était en train de dépasser une Mercedes. Donc, Après c'est toujours bien parce que même s'il part 11e et qu'au final il finit 15e avec la Williams, c'est encore bien comme résultat parce que même si elle a progressé, il reste encore du boulot. Mais c'est vrai que Même 16e, hein, il c'est finit dommage, 16e. 16e, c'est dommage qu'il finisse là quand il part aussi haut sur la grille, quoi. Ouais, Le ouais, bien truc, le sûr. truc c'est que je pense que Russell il nous fait une trouille d'époque, à savoir qu'il hisse la voiture plus haute qu'elle ne le vaut vraiment en fait. Ça veut dire que ça va aller pas une 11e place. C'est juste que Russell, Il surpilote. il a cette capacité à, en tout cas sur un tour, à vraiment tirer le maximum. Voilà. Mais après, il y a une question entre la tirer sur un tour, on peut y aller entre guillemets à fond, et devoir la gérer de bout en bout. Et Russell, il peut totalement gérer ça. On l'a vu sur une seule course avec Mercedes, il a totalement la capacité de tenir son rang de bout en bout avec la même voiture, mais c'est pas donné à tout le monde de le faire avec une Williams qui est certes meilleure qu'avant, mais qui reste très imparfaite et qui voilà. Et Russell, aussi bon soit-il, il ne peut pas non plus faire des miracles à Non. chaque fois. Non. Voilà. On l'a vu qu'Alonso, aussi bon soit-il, il ne peut pas toujours. Des fois, il tirait le maximum du McLaren. Toujours le cas. Des fois, il est resté. Hein. c'est sûr. Après, est-ce que le circuit aussi engendre les difficultés d'avoir un setup qualif et un setup course? Ça peut aussi, comme disait Bastien, de s'adapter, etc. Qu'il fallait plutôt choisir un setup course qui était plus évident. C'est, tout était là le mystère aussi. Bah, surtout que euh, bon, ils ont quand même droit à trois séances d'essai d'une heure, mais les dernières, déjà, il faisait beaucoup plus chaud. Et puis la piste, les dernières, elle venait d'être resurfacée, donc c'était pas le même tarmac Il avait plu en en plus. Ula, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que ça. En plus, il y a eu beaucoup de vent aujourd'hui. Je sais plus s'il est en passé, il Après, pleuvait après aussi. tout dépend tout dépend de la voiture que tu as, parce que si tu as une McLaren qui naturellement est rapide, je prends pas l'exemple de Mercedes parce qu'évidemment c'est le top du top, mais si tu as une voiture qui déjà naturellement est rapide, c'est toujours plus facile de sacrifier le setup qualif, parce que même si tu n'as pas un setup tourné 100% vers la qualif, tu feras toujours un bon temps. Mais c'est vrai qu'une voiture comme la Williams, si tu sacrifies la qualification, tu peux partir très très loin. Ouais. Mm. Ok, très bien. Bon, on a fait un bon petit tour, un bon petit débat. Du coup, juste pour un petit top flop là, comme ça, rapidement. Bah, je vais commencer par toi, Bastien, et après on va tourner. Bien sûr. Non, mais si tu veux, je Euh, commence pas par toi, mais c'est juste à ma gauche, du coup, c'est instinctivement. Non, oh, j'en ai un, mais j'avais dit Hamilton en top. Et parce qu'il a doublé les deux premiers. Hein. Il était troisième, il a réussi à les doubler, même si voilà, il a la meilleure voiture et voilà. En flop, Aston Martin, les deux, Ok. facile Mathieu, toi, ton top flop? Alors, en top Alonso, comme j'ai dit, aussi. sans dire qu'on a retrouvé le vrai Alonso, ça fait longtemps, il a enfin commencé sa saison, il était très positif. En flop, j'avoue Russell, parce que comme j'ai dit, certes, je pense qu'il a surpiloté pour compenser sa Williams en qualif, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il plonge à ce point-là, je m'attendais quand même à ce qu'il lutte un peu plus pour le coup, et il semblait vraiment impuissant. Donc, après, hein, comme miracle, mais pour le coup, ouais, je m'attendais un petit peu
Evan, ton top flop? Top, je vais garder Hamilton, c'est parce qu'il avait pas. C'était pas sûr qu'il gagne vu la performance des Red Bull jusqu'à présent et il partait pas en pole, donc il a fait une course très très solide. Flop Aston Martin parce que clairement ça fait très mal de les voir nulle part. Par contre, coup de cœur sur Schumacher quand même La double Latifi. qui ouais qui double la Williams quoi. Ça paraît rien mais finit comme devant. disait Ouais. ouais comme disait Julien Febvreau, chacun mène ses combats comme il peut avec le matériel qu'il peut et Schumacher bah, pour l'instant il se débrouille très bien avec la Haas. C'était une catastrophe là. De toute façon, devancer une autre voiture que son équipier, ça sera toujours un point positif pour As toute la saison. Qu'il le fasse Oui dans clairement. n'importe quelle circonstance, ce sera un très bon point pour lui. Mais je voulais le souligner parce qu'on n'avait pas encore parlé de Haas et de Schumacher. Et c'est vrai que sur cette course, ça faisait plaisir de le voir rouler aux côtés enfin, avec le même niveau que la Williams de Latifi. Ouais. C'est vrai. Tout à fait. Toi, Samuel? Alors moi en top, je prends Hamilton, comme la plupart d'entre vous. Voilà, il n'y a pas de surprise. Schumacher, je comptais en parler aussi, voilà, parce qu'il finit devant une Williams et je crois qu'il a mis presque un tour à Mazepin. Hein, Il a mis Mazepin avait 1 minute de retard, si je dis pas de bêtises. ouais, voilà. Un arrêt en plus, cela dit. Ah, il y avait un arrêt? Mazepin a fait deux arrêts. Ah, c'est Ok. pour ça, beaucoup de gens se posaient la question, est-ce qu'il a fait un arrêt pour avoir autant de retard? Non, il était Ouais, pas ouais. moins avant, je confirme. Et en flop, évidemment, Aston. Quelque chose qu'on n'a pas du tout mentionné, dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui. Alors, Tsunoda. on n'a pas parlé du tout d'AlphaTauri. Et donc en flop, moi, je vais mettre Tsunoda. Parce Ah, que Je l'ai mis dans à mes flops Imola, directs. à Imola, c'était pas terrible. Et là, aujourd'hui, bah, il perd une place, il fait rien. Franchement, très déçu de Tsunoda. Bon, on va voir comment ça se présente pour lui. Mais bon, là, moi, je suis pas très positif et pas très convaincu. Et en flop, Mazepin encore une fois. Mais bon, voilà. Lui, on va On va mettre pas la le tête. retenir. c'est la facilité. Il a la Vraiment. carte abonnée à l'année. Il y a Mais ouais. Il y a Daik Gojo qui dit que Schumacher est très impressionnant aussi, donc il partage Ouais, notre avis. ouais. C'est vrai, Du, t'as raison. du coup, moi, top flop, à peu près un peu comme Samuel, en fait, Hamilton, très impressionnant. Du Hamilton, quand il faut être là, il est là, c'est sérieux, c'est propre. Et le flop, c'est Red Tsunoda, cette petite sortie de piste. On est un peu déçus, on était très hypé sur le Après premier Bahreïn. Grand Prix, après Bahreïn, même s'il avait une voiture surcheatée Ouais. par rapport aux autres. Après, là, c'est quand il faut se battre un peu avec la voiture, que la voiture est pas au top, il n'est pas capable de se dégager cette performance. Donc bon, on lui laisse un peu le temps parce qu'il La est, chance du voilà, débutant, on va dire. voilà, c'est sa première année, mais voilà, et donc on est impatient quand même de le voir performer. Après, ce Et qui peut un c'est peu le là qu'on a sauver, vu. si je peux me permettre, ce qui peut un peu le sauver, c'est que Gasly a galéré lui aussi avec l'AlphaTauri, Oui, tu Ouais. vois. Genre, Mais c'est là qu'on voilà. a vu quand même Moteur, l'expérience le bonus d'expérience de Gasly qui a su en Ouais, tirer mieux de son AlphaTauri. ouais. Voilà. Puis on voit bien des pilotes expérimentés avoir du mal à s'adapter à leur équipe ou à leur voiture. Donc que Tsunoda ait du mal, surtout qu'en plus, là où il a été relativement propre par rapport à Imola. Donc voilà, Ouais. il faut remarquer à ce niveau-là. Donc qu'il apprenne dans la douleur, mais en discrétion, c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Oui, bien sûr, exactement. Voilà. Donc le temps Complètement d'accord avec toi. etc. Voilà. Que j'ai toujours trouvé qu'on attend trop des débutants qui fassent tout bon tout de suite, tel un Hamilton ou un Verstappen. Ça marche pas comme ça. Voilà. Même Non. les très bons comme Tsunoda, je ne doute pas qu'il a beaucoup de potentiel, mais il va lui falloir même Leclerc au début, ses premières courses sur Sauber, il avait galéré les 3 premières courses et après il est révélé petit à petit. Stroll aussi. Hein. Ouais. Eh oui. Si Oui, non, on aurait mais pu voilà. rajouter un top qu'on pourrait rajouter, c'est Ricardo. Oui, Voilà, carrément. qui Et il fait carrément. une Aussi. belle course, ouais. et qui fait 9ème, donc qui ramène 2 points. Et puis je pense que les 2 points vont compter à la fin d'année face à Ouais. Ferrari. Bah, Alonso, Ricardo, voilà, c'est un peu le Ouais, même c'est la combat même chose. aujourd'hui. C'est un peu le même combat aujourd'hui. Et, les deux ont été très bons. Ok, très Enfin, bien. dans une moindre mesure, peut-être qu'on pourrait pas le mettre top, Ricardo, parce que en qualif, voilà, c'était un peu digne de sa voiture qui remonte dans les places, tu vois. Il Ouais, mais termine voilà, 9ème, c'est un peu un résultat. ce qui compte, c'est le dimanche. Donc Bien sûr. Non, bien sûr, évidemment. après, est-ce que voilà, s'il avait fait vraiment une Q3, est-ce qu'il aurait pu finir 5, 6ème quoi? Peut-être. C'est ça qui est dommage. Peut-être. Ça court Jusqu'à fort, présent, il mais a réussi en se qualifiant vers la 8e ou 9e place, il a accroché la 6-7e. Donc oui, en se C'est qualifiant ça qui est plus haut. dommage.
Mais Ouais. il aurait dépendu de son choix de pneus, donc il aurait une physionomie de course totalement différente. Oui, c'est Là, clair. où il s'est arrêté très tard, parmi les plus tard. Donc, il est forcément parti sur autre chose. Mhm. Ok, juste j'ai regardé le classement, Bastien, il y a juste 8 points d'écart entre Hamilton et Verstappen. Donc Oui, je sais. Ah, t'avais pas dit plus? Non, j'ai dit Non, entre il avait dit pour Oui. Mercedes et Red Bull. Ah, Ouais, merci Red Bull, ok, constructeur. pardon. Non, Excuse-moi alors. je dis pas que Hamilton, enfin, je pense qu'Hamilton va être champion, mais pas facilement. Je Ok. pense que Mercedes sera champion plus facilement qu'Hamilton sera champion. Ouais. Ouais, je suis d'accord Voilà. avec toi. Voilà. Ok, très bien. Du coup, bah, on va se retrouver au prochain GP. Attends, tu veux pas parler. Est-ce qu'on a 10 minutes ou pas? Vas-y, dis-moi. Non, en fait, Vas-y. il y a deux choses. Déjà, il y a un actu, c'est la FIA a réétudié la pénalité de Raikkonen. Et du coup, Oui. c'était rejeté. Donc, c'est sûr qu'il a pris sa pénalité. Donc, ça, c'est sûr. Je sais pas si vous êtes au courant. Ouais, Mais parce ouais. qu'Alfa Ok. Romeo avait dit qu'il lâcherait pas l'affaire. Voilà, Ouais. c'est ça. Et du coup, bah, l'affaire est lâchée maintenant. C'est fini pour eux, quoi. Ok. Et il y a un point à savoir si vous voulez en parler, c'est le format des courses sprint Ah qui va oui. arriver. Voilà. C'est vrai. Ben, je pense Parce que là, je que. vais faire comme Mathieu, je vais Alors, aller me coucher. je pense. Après, Je pense qu'on pourrait peut-être, enfin, si vous voulez, on peut en parler rapidement, mais ce serait intéressant de garder le sujet pour le premier week-end où ça va être instauré. ouais, non, Après, mais avec nos réactions. Mais c'est on peut bien en d'avoir parler un un peu, avis. mais ouais, ça serait intéressant Ouais. Les d'en gars, débattre quand ça aura été. réagissons à vif, les gars, là, tout de suite, là. Tout de Course suite. sprint, qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Qu'est-ce qui me casse les couilles à mettre des trucs de merde alors qu'on a un système de qualif qui est génial? Pourquoi nous mettre 2 qualifs dans un week-end pour des courses? Voilà. C'est mon résultat à chaud en tant que Moi, mec énervé. Bah, je, à chaud, là, c'était très à chaud, mon pote. Hein. je pense que, je pense que le format en Ça- soi, il est pas. Je vais être un peu plus posé. Je pense que le format en soi, il est pas mauvais. Je veux attendre de voir ce que ça donne. Mais même si ça marche, ça va me faire bizarre parce que pour moi, la F1, c'est des essais, une qualif et une course. Après, par contre, avec des pilotes comme Non, justement pas de suite, pas de Russell suite. ou. Ah, bonne nuit. Ah, Pardon. ok. Désolé. Avec des pilotes comme Russell, Hamilton et ce genre de pilotes qui peuvent attaquer très très fort sur plusieurs tours, j'ai quand même hâte de voir ce que va donner la course de 100 km sans les arrêts. Ça peut Ouais. offrir du spectacle. C'est- Mais Mais après, voilà, même si ça marche, j'aurais pas envie que ça reste parce que pour moi, ça fait bizarre d'avoir une qualification le vendredi et une demi-course le samedi. Non, mais avoir un système comme ça, 3 week-ends dans l'année, ça me va. C'est comme en IndyCar, bah, tu as des ovales et tu as des Ouais, ça courses fera un peu du voilà, bonus ou un truc. ça me dérange pas. Voilà, tu as des Mais ça toute Indianapolis l'année. qui doublent les points, ça me dérange pas, tu vois. Ce qui me dérange, c'est ce que Leclerc a dit jeudi aux interviews. Ouais, c'est bien, on va pouvoir se tirer la bourre sur toute la course. Non, arrêtez de mentir, vos moteurs, ils sont bridés, vos moteurs, c'est naze, vos moteurs. Ils vont pas tenir 100 km à fond. Donc, non, il y aura forcément des problèmes et ça va être une grosse pression. Et pour réagir sur ce que tu dis, Bastien, c'est ça qui me pose le plus problème, peut-être, c'est sur les risques que cette course sprint pourra engranger engranger pour le dimanche, tu vois, genre, et indéniablement, il y aura sans doute de la casse et des problèmes liés à ça. Moi, ça me fait peur financièrement, déjà pour les écuries, sur la longueur du week-end et sur tout ce que ça peut engendrer. Ouais, Et je sur l'ai la dit, rareté c'est d'un clair. Grand Prix aussi. Non, c'est C'est Oui, que Ouais, bah, voilà, ce qu'on aime, c'est exactement. qu'un Grand Prix, c'est une fois. Et Ouais. c'est déjà pas. qu'il y en a, Voilà, déjà qu'il y déjà en a qu'il y en a 23 et beaucoup. 24. C'est Et un des sujet dont circuits. c'est un sujet dont on s'est entretenu avec Evan sur le fait que la Formule 1, le fait qu'il y ait des grands prix qui soient toujours plus rajoutés au calendrier, ça enlève peut-être un peu cette dimension que la F1 c'est un événement, quelque chose d'unique, qui doit pas venir quelque chose de récurrent et de régulier. Et peut-être que ce format ça gâche un peu ça aussi et un peu Bah, cette pour, magie qu'a un Grand Prix. Et puis en oui, puis- plus, on vient ça, le spectacle resserré qu'on pourra avoir, et encore, on a des limitations, des économies, hélas, qui vont déjà limiter ça. Et en plus, on ne pourra pas se retirer de la tête que ça ne sera pas la vraie course, que ça va juste Bien sûr. servir à définir une grille. Ce sera du spectacle artificiel. Et on Mhm. a déjà ça que DRS. Voilà, donc, donc en outre tous les problèmes qu'il y a, même si on pourrait en tirer des enseignements une fois pratiqués, donc, sans le voir. Mais moi, le truc qui m'énerve le plus, c'est pourquoi on bougeait un truc sur lequel personne n'a râlé, un format sur qu'on incarne depuis 2006, sans oublier, enfin, Ouais. côté les éliminations directes de 2017, je crois, 2016, Ouais. 2016.
Voilà, donc sur lequel tout le monde est un peu d'accord, aussi bien les gars à l'intérieur que les fans comme nous, qu'il y a d'autres points que plein de personnes râlent, que ce soit le DRS, les sanctions aléatoires, limite de la piste ou les pneus à exploitation compliquée. Là, c'est parmi les points qui peuvent vraiment influer sur la course et qui gênent un bon paquet. Et ils Oh veulent là là. changer un truc qui n'a pas besoin d'être Ah, changé. Moi, c'est surtout ça qui m'énerve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et après, c'est ce que dit aussi Dyke Gojo sur le chat. Il dit une seule séance d'essai libre avant les qualifs du vendredi, vaut mieux qu'il n'y ait pas de problème. Parce que tu rates ta Mais séance, tu clairement, crashes, clairement, etc. T'es c'est n'importe clairement quoi. dans la Mais c'est sauce. ce que Surtout j'ai dit, que c'est ce que j'ai dit sur les risques qu'il y a au niveau des accidents, de la casse. Je trouve ça un peu léger. Et il et, n'y a pas de sûreté. Il n'y a pas de sûreté pour les écuries et ça va être un peu aléatoire parfois aussi, j'ai l'impression, ce et format-là. surtout que, alors que mon téléphone va me lâcher parce que je n'ai pas le chargeur sous la main, j'arrive au court de la batterie. Surtout qu'on est en Formule 1, en F2, la différence c'est que les voitures c'est toutes les mêmes. Et donc c'est le talent qui compte. Mais en F2, en F1, pardon, il y a déjà des écarts monstrueux entre certaines Ouais. écuries. Et même si tu auras du spectacle avec les voitures proches, genre tu sais, McLaren, Ferrari et Mercedes Red Bull, au final, ça va rien changer dans le sens où il y aura toujours les mêmes écarts et on va juste avoir une course de plus de 100 km où on va voir la Williams avec la Haas au fond. Et enfin, vous m'avez compris quoi. Ouais. moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on est au sport. Il n'y a rien au-dessus de la Formule 1. Je vais aller très loin dans ce que je dis, mais ça a été dit. Encore une fois, la NASA s'inspire de la Formule 1 pour les technologies qu'ils ont. Donc, tu vois, pourquoi ils viennent mettre du spectacle? Enfin, c'est du Netflix. Alors, moi, ce que j'aurais proposé, après, je suis personne et on est personne, c'est quitte à mettre du spectacle, pourquoi ils ont pas mis ils nous font une course une en faisant la grille inversée par rapport à la course précédente, tu vois? Et après, en course principale, tu mets les 10 premiers inversés par rapport à la grille, à la course. Enfin, tu vois, tu fais un truc comme ça, tu vois. Là, personnellement, la course, on aura une grille normale, je pense. Tu vois, le dimanche, on aura une grille normale, donc ça va rien changer. Et à part tirer dans les chevaux pendant 100 km Ouais. le samedi. Qui d'ailleurs, C'est le sûr. samedi, pas sûr que tout le monde puisse regarder la course le samedi, parce que par exemple, quand tu prends des billets en Formule 1 pour aller les voir, bah, beaucoup prennent surtout que le dimanche. Et là, bah, les gens ils vont rater la première course, quoi. Du coup, voilà, enfin, je C'est trouve ça sûr. pas très intéressant. Et après, ouais, vas-y. Plus donner du spectacle le vendredi, en soi c'est une bonne intention, Voilà. mais ils l'ont déjà fait en 2003-2004 avec le tour unique, et tout le monde s'en foutait parce qu'on disait non, cette qualif elle sert juste à définir l'ordre de passage de l'autre qualif, où on ne regardait que la qualif importante, celle du samedi. Voilà. Et on pourrait très bien avoir le même Discours. le discours pour ça. On dit, ouais, et en plus, le truc, c'est qu'ils vont garder le même format pour définir la grille de la course sprint. Et donc là, là aussi, on dévalue également la qualif d'origine. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Donc pour le coup, là, je trouve ça tellement superflu. Et en plus, moi, c'est trop délicat de trouver un équilibre entre sport, comment on dit, discipline de compétition et que le meilleur gagne, etc., et spectacle, à savoir justifier les dépenses et les visuels, etc., et avoir un format qui puisse répondre. Mais laissons les choix purement spectaculaires à la Formule E. Voilà, la Formule E, c'est plus leur concept à eux, poser Voilà. une histoire du divertissement sportif, pour le coup. Voilà. C'est sûr. Voilà, et ça peut des fois sonner un peu mal au garde avec leur action mode, etc. et tout, mais au moins, voilà, c'est une nouvelle discipline, dans un autre public. Au moins, eux, ils essayent, voilà, et après, la Formule 1 peut se dire, ok, qu'est-ce qui marche pas chez eux, et on essaye de voir qu'est-ce qui peut coller ici et là. Mais voilà, ça, c'est vraiment un chemin. Après, comme je l'ai dit, dans la pratique, on peut éventuellement tirer des leçons. Là, par exemple, les qualifs à un mort subite de 2016, on ne pensait pas que ça allait donner le spectacle dérisoire qu'on a eu, là où tout le monde rentrait à 5 minutes de la fin, etc., qui ne pouvaient pas exploiter les pneus comme ils voulaient. On ne pensait pas que ça allait faire ça. Je pense que les dirigeants J'ai même pas suivi ça. qui ont imposé ça, je pense même pas qu'ils Souviens pas pensaient que Ouais, c'était en 2017. c'était en Australie. 2017. C'était en Australie aussi, donc fallait Ils sont pour souvenir. les deux, moi. Ils ne fait que de Grand Prix, en tout cas. Ouais. Mais voilà. Mais entre ce qu'on pense et entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Du coup, je me dis, au moins, est-ce que le fait d'essayer ça
et au moins ils le font que sur 3 Grands Prix. Ils évitent de le faire pour toute l'année. Ils ont voulu le faire pour. Donc voilà, au moins ils ne l'imposent pas. Ils disent ok, on teste. Et vu qu'on a une saison, on va avoir une saison un peu bizarre avec le Covid, je me raccorde. Donc à la limite, ok, je peux accepter plus ou moins ce principe-là. Et je me dis, une fois pratiqué, on pourrait en tirer des enseignements pour plus tard. À la limite, là, je me dis, si on peut tirer un point positif, ça sera ça. Mais c'est voilà, moi le combat comme on dit. Tu vois, Mathieu, tu m'en dis, tu en parleras plus que moi, mais par exemple, dans les années 50 et peut-être même 60, ils faisaient des courses hors championnat avec des pilotes de Formule 2, ils faisaient plein de choses après, tu vois. Du coup, pourquoi ils nous font pas genre ce système-là pour une course hors championnat, tu vois, genre qu'ils nous fassent même, qu'ils aillent au Mans ou au Indianapolis, je m'en fous, qu'ils fassent hors championnat et qu'ils fassent ce système-là hors championnat et du coup, ils mettent les pilotes qui veulent dans les voitures, tu vois. Le Et ça, souci, je trouve que, le souci, c'est que les teams ont déjà dû. Enfin, ils ont voté les courses sprint en échange d'une compensation financière par rapport c'est ça, j'allais dire. à tout ce qu'ils ont. Parce que là, en plus, ça m'étonne d'autant plus qu'ils ont proposé ça, un format qui puisse être plus coûteux dans le contexte actuel. Ça va d'autant plus superflu. Mais après, ils ont été compensés, les teams ont voté, donc je suppose que ils s'y retrouvent. Mais là, dans le contexte actuel, faire une course hors championnat, sachant qu'ils ont déjà un calendrier, ils sont chargés, non. Voilà. Mais comment dire ça? J'aurais préféré qu'ils essayent ça pour les formules inférieures, mais bon, ils font déjà plusieurs courses maintenant, donc c'est Ouais, pas qu'ils fassent ça pour la W Series, par exemple, tu vois. Qui, eux, n'ont pas encore commencé. Et ouais, comme tu exemple, disais, il y avait beaucoup de problèmes aussi. Il y a beaucoup de problèmes à régler en F1, comme les pneus, etc. Et donc, ils auraient pu très bien de faire des courses avec des pneus différents, etc. Mais ça, c'est vraiment la qualif. Nous, on la kiffe tous, la qualif. Quand on est là, on est tous excités. Q1, Q2, Q3, en plus, c'est bien serré. Donc, tu as à chaque fois des surprises. Moi, je regarde les qualifs en replay quand je suis pas là, etc. C'est vraiment il y a des qualifs qui fait plus kiffer que des courses. Vraiment, quand une qualif sous la pluie, tu kiffes plus la qualif, etc. Parce que tout le monde, ça joue un peu. Et là, ils nous gâchent ça. C'est comme Ouais. tu as dit, je pense que ça va finir comme on va attendre juste le samedi, le vendredi, on va pas regarder. Puis en plus, niveau exposition, ce qui est bien avec ce format, c'est que on a un intérêt pour tout le monde et les petites équipes ont droit à leur petite exposition, au moins pour la Q1 ou pour la Q2 quand ils font une petite surprise. Là, avec la course sprint, on va de nouveau se focaliser sur les premiers. Donc, ce format est tellement effrayant que ça lui a fait peur. Ah, c'est ça. C'est ça, oui. Bon, voilà. Désolé. Ouais. Je suis d'accord avec ton avis, Mathieu. Mais on reviendra sur ça quand ça aurait été fait sur le week-end. Je sais plus Bientôt, quel. presque. Ouais, c'est Silverstone, pour. Monza et Sao Paulo. C'est quoi le premier? Silverstone. Ah, Silverstone, ouais. Ouais, donc on aura l'occasion de revenir sur ça quand ça aurait été Ouais. fait la première fois, et je pense qu'on aura encore des choses à dire dessus. Je Bon, l'ai ça, dit sur mon compte Twitter. Mais faut attendre de voir, hein, comme le disent tous les On critique presque les tous. Vous concernés. allez voir que ça va être un truc qu'on va avoir un week-end de ouf. Je le sens qu'on va avoir un super week-end Et on va l'avoir dans l'os. pour terminer sur ça rapidement, c'est que le risque, c'est que là, c'est sur 3 week-ends. Et le risque, c'est que sur les 3 week-ends, dû à des conditions particulières, ce format il soit attractif et il marche. Et que du coup, la F1 décide de le mettre sur une saison entière l'an prochain. Et sauf que sur une saison entière, ça va pas marcher et on va se rendre compte de l'erreur qui a été faite. Et... Ils le Gros font pas, flop. ça, ils l'ont dit. Ils Ouais. le font pas, ça, ils l'ont dit, Et c'est sûr. ça, c'est une erreur que la FIA a souvent faite, de voir une circonstance qui a bien marché et du coup vouloir essayer de la reproduire un peu partout. C'est les pneus Pirelli à dégradation rapide, ils l'ont fait parce qu'ils ont été inspirés par le Grand Prix du Canada 2010 avec Bridgestone qui avait des pneus qui étaient désagrégés parce qu'ils ne connaissaient pas bien la piste. Ils ont voulu reproduire ça et la FIA, j'en ai marre qu'ils veulent reproduire des choses qui sont issues de circonstances non maîtrisées. Ils veulent rendre prévisible un truc imprévisible. Et C'est ça. Et ça, je me confonds. Ouais. Ok, C'est très bien bien. dit. C'est un beau joli coup de gueule. Bah, je pense que on va s'arrêter sur ça. Donc prochain GP c'est Barcelone. C'est dans 2 semaines, c'est ça? Une semaine, Bah non. Une semaine, la C'est semaine prochaine? Et bah, Révise et ton bah planning, parfait. enfin. Et bah désolé. Je rigole. Je t'aime, mec. J'espère. Très bien, Les parfait. menaces. En tout cas, merci pour ce petit live. Merci à toi, Mathieu. C'était très cool. Ton de intervention était très pertinente. Et moi, j'ai Merci. bien aimé. Ouais. Ça La me même. fait plaisir d'être parmi vous.
Oui, Un grand plaisir de t'avoir eu parmi nous, c'était trop cool. Merci. Voilà, et j'espère que tu vas continuer et nous on te suit tous et du coup c'est Ouais. très cool. Et voilà, je vous souhaite un bon dimanche et bonne soirée et bonne semaine à venir. Bonne nuit, Vous aussi. surtout. Bonne soirée. Ciao. Dormez bien.